Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif du marshmallow pour les gars de la Chalo. Prêt à plier, si t'es pareil préparé, attache ton harnais pour un décollage vers l'infini, hop sur la palade. Et on est reparti, yo. C'est les boss basanés bizarres. Boss basanés bizarres. Adoum, on va comment? Ça va bien. Non mais ça vaut vraiment la peine que les gens te voient parce que... Non mais un jour il faut faire une vidéo là, il faut qu'on nous voit parce que... Tu sais quoi, honnêtement, je pense qu'il faudra songer peut-être peut-être à la rentrée à commencer à faire des trucs un peu filmés pour qu'on voit quand même nos ganaches. Non mais le problème c'est que quand on va filmer, ils vont commencer à regarder... Ah ouais, il s'est mal rasé, ah ouais, il a un cheveu. Je crois qu'il allait dire, ouais, ils ne vont commencer qu'à ne regarder que moi, donc c'est pas fair. Ouais. Non, j'ai pas dit ça. Non mais ils vont voir nos cheveux blancs, ils vont voir... Bon, à la Morgan Freeman, c'est vrai, mais... Bah oui, mais franchement, tu sais quoi, les cheveux blancs, moi, j'en ai pas honte. Hein. Et je suis même, au contraire, bien content de les avoir. Parce que ça prouve que j'ai du vécu et j'ai de la bouteille, comme on dit. Et c'est important, parce que tu sais, tous les jeunes, là, qui pensent qu'ils ont tout fait, que le monde tourne autour d'eux, bah non. Nous, on est les vieux. Alors, je ne dirais pas les vieux résistants, mais on est les vieux qui avons fait les choses et qui sont là et qui voulons juste transmettre cette expérience. Donc, c'est Boss Basané Biz. Boss Baza Biz. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un petit mail, ça fait toujours plaisir, on en reçoit de plus en plus, donc ça fait vraiment plaisir. C'est contact@bossbazabiz.com, le Facebook c'est bossbazabiz, le Twitter c'est @bossbazabiz et donc Instagram c'est bossbazabiz. Voilà. Facile. Tranquillement, donc écrivez-nous et puis nous on est là, on le fait pour vous, donc si vous avez la possibilité de nous amener un auditeur supplémentaire, on sera les plus heureux de la planète. Voilà, un seul, bon, enfin deux, parce qu'on est deux. Hein, ouais, bah attends. Voilà, donc 2 auditeurs supplémentaires, on sera vraiment très très content. Le topic du day, le sujet du jour, c'est la pertinence de l'étude de marché. Ok, donc en fait, chaque fois, c'est quoi, on va essayer d'être quand même méthodique. Il faut expliquer c'est quoi une étude de marché. Voilà, d'accord. Alors, une étude de marché, c'est un travail de collecte et d'analyse d'informations qui a pour but d'identifier les caractéristiques d'un marché. Donc, le terme d'étude de marché recouvre dans la pratique de nombreux types d'études de nature différente. Donc, tu peux faire des études sur la cible que tu vises, le truc, des études sur la faisabilité du marché, des études sur le produit lui-même, des études sur l'impact du produit. Enfin bref, il y a plein de types d'études que tu peux faire pour valider ton projet. Et en fait, je veux vous dire, mes chers basanés, c'est vraiment une épreuve supra-casse-couille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on te demande de faire des projections sur ce que pourrait être ton business le jour où il sera déjà en train de rouler. Donc en fait, tu n'as même pas encore commencé à faire ton biz, tu n'as même pas encore commencé à finaliser ton produit, en tant que tu n'as rien fait. Et on te demande, écoute petit, imagine dans 3 ans, ce que sera ton bise et combien ça va rapporter. Imagine dans 5 ans ce que sera ton bise et combien ça va rapporter. Moi, total bullshit. En fait, voilà, là, je vous donne mon sentiment, mais en fait, certaines personnes pensent que c'est bien parce que tu penses ton produit, tu penses à la manière dont tu vas le faire, tu penses à l'environnement dans lequel il sera. Et tu te dis, je sais pas, moi, je vais produire 15 pâtés. Ces pâtés, je vais les vendre à 20 personnes et que ces 20 personnes seront contentes parce que mes pâtés sont comme ça, ils sont spéciaux. Et puis, comme mes pâtés sont spéciaux, donc il y a un supermarché qui va ouvrir dans le coin, qui va kiffer mes pâtés parce qu'il y a un mec à qui je les aurais vendus, qui ira dans le supermarché, qui connaîtra le patron du supermarché. Et le patron du supermarché va dire, oh putain, j'adore les pâtés de ce type-là, il faut que tu me le présentes absolument. Le mec va revenir vers moi, va dire, oh putain, j'ai un contact pour toi. Je suis pas comme ça d'habitude, mais je te présente le mec du supermarché. Il va kiffer tes pâtés. J'amène les pâtés au supermarché. Le mec du supermarché, il kiffe mes pâtés. Il me dit, putain, c'est super. Par contre, est-ce que tu peux produire 10 000 pâtés parce que moi, j'ai 10 000 personnes qui pourraient aimer tes pâtés. Je dis, ok, d'accord. Moi, je sais pas. J'ai 10 000 pâtés. Maintenant, j'en produis 2. Donc, si je peux en produire 10 000, il me faut tant d'argent de plus. Super. Moi, j'ai un pote à la banque. Je vais aller à la banque. Il va me passer la thune. Je vais produire mes pâtés. Comme ça, je pourrais te livrer tes 10 000 pâtés. Super. D'accord. Très bien. Donc, je rentre voir la banque. Le mec, la banque, il me dit, super. T'as un potentiel, un mec qui veut te commander 10 000
pâtés, tiens, voilà 100 000 euros. 100 000 euros, je commande mes 10 000 pâtés, je le livre au supermarché. Et le supermarché est tellement content, il en fait profiter tout son réseau. Et donc, finalement, j'ai 20 supermarchés qui veulent tous mes 10 000 pâtés. Donc, c'est super. Et en fait, dans 5 ans, je deviens millionnaire. Et en fait, dans l'étude de marché, t'as pas vu qu'ils avaient tous demandé qu'ils soient halal. Et en fait, quand ils ont vu que c'était pas halal, ils sont pas commandés. Oh, shit. Et là, tu te dis, j'ai fait une super étude de marché, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Donc, ce qui veut dire, donc là, c'est la démonstration A plus Z que tu peux penser à tout ce que tu veux. À un moment, la réalité vient te mettre des grosses baffes. Elle te rattrape. Et te met des baffes et te dit, hé, petit. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu crois que la vie est comme ça? C'est pas comme ça. Baba, aller-retour, blab, tu retournes à tes études. Et c'est fini. Mais justement, on parlait tout à l'heure de la notion de l'étude de marché. Aujourd'hui, il y a des méthodes, on parle du Lean Startup, qui se reposent sur deux éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle le MVP. C'est Minimum Viable Product. C'est le produit minimum viable. C'est-à-dire que dans la notion de Lean Startup, on dit qu'en fait, il faut commencer à faire son activité et que tu considères qu'en fait, tu vas pas attendre d'avoir un business plan totalement fini parce qu'en fait, un business plan, ce n'est jamais fini et surtout, ça tient compte de la temporalité. Et le problème, c'est que maintenant, la société va très très rapidement. Ah oui. Et donc, dans Lean Startup, ça part du principe que de toute façon, tu vas à chaque fois avoir un produit minimum viable et à chaque fois que tu vas le faire évoluer. Et quand tu le fais évoluer, comment ils appellent ça? Ils appellent ça pivoter. C'est comme si tu vas à droite, hop, tu vois que ça marche pas, tu vas à gauche, hop, tu vas à gauche, tu vas à droite, hop, tu vas, et tu pivotes systématiquement jusqu'à ce que tu aies un produit qui soit abouti. Et l'avantage d'une startup, c'est que tout ça, ça repose sur le retour client. C'est-à-dire que, comme dans l'exemple que tu donnais, Albert, là, dans le business plan, en général, le problème, c'est que tu réfléchis et tu fais comme si tu avais toutes les informations et tous les éléments de ton côté. Et pour faire un vrai business plan, en général, ça coûte très très cher. Parce que pour en faire un bon... Ouais, mais ça marche jamais. Mais même si tu en fais un bon, ça marche jamais. Parce que... ça rassure. Comme tu disais, ça rassure. Mais oui, mais c'est se faire un film. En fait, le banquier vient te dire, écoute, t'es assis en face de lui, il te dit, ouais, raconte-moi une belle histoire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Raconte-moi une super histoire. Et franchement, si l'histoire est super canon, bah, je vais te donner plein de thunes et tu vas aller faire tout ce que tu veux avec. Mais c'est complètement débile. En fait, c'est partir du principe que, bah, écoute, moi je fais un business plan et donc tu pars du postulat qu'il y a un marché qui existe, il y a des gens qui t'attendent, ils n'attendaient que ton produit. Ah ouais. Et que par miracle, toi tu es venu, oh, le sauveur, tu as déposé le produit et bah, alléluia, tout le monde va manger du pâté en croûte. Bah, surtout, en fait, là, pour revenir sur un podcast précédent, quand on disait être maître de son navire, le banquier, il ne connaît pas l'entrepreneuriat. Il a des formations sur ce qu'est l'entreprise, mais le banquier, c'est vraiment la posture qui est antinomique de l'entrepreneur, parce que le banquier, il avance sur des chiffres, sur des éléments factuels, alors que l'entrepreneur avance sur des opportunités et des éléments éventuels. Or, quand tu dis, c'est assez marrant, quand tu dis que le banquier te demande, tu lui racontes une belle histoire, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est, écoute, j'ai envie de marcher avec toi, s'il te plaît, essaye de me faire une histoire qui pourrait fonctionner pour que je puisse défendre ça, tu vois. Mais effectivement, en général, ça fonctionne pas. Et en général, quand tu regardes le business plan ou l'activité au final, bah, tu te rends compte que c'est très très loin de ce qui était prévu par rapport au business plan. Après, l'autre chose, c'est que le business plan, alors encore une fois, désolé, parce que nous on émet de la France, donc on va parler des réalités en France. En France, comme on est une société très cartésienne, et donc qu'on se repose sur des éléments factuels, ben, on a besoin du business plan pour se rassurer. Et moi je te dis juste qu'il y a des experts du storytelling, du pitch, du business plan qui fonctionnent, et tout en sachant que c'est absolument pas ceux qui mettront en place. Par contre, dans tous les autres pays, notamment nord-américains ou autres, ils sont beaucoup plus sur un concept, sur quelque chose qui est très très simple. Et en général, on fait la différence entre
ce qu'on appellerait la pêche à la sardine et la pêche à la baleine. La pêche à la sardine, c'est quelles sont les toutes petites activités, mais vraiment les choses qui sont peut-être pas le cœur de votre activité, mais qui vont permettre à votre société d'avancer au fur et à mesure. Et la pêche à la baleine, c'est un projet qui est beaucoup plus ambitieux, avec une possibilité de transformation très réduite, mais si ça se transforme avec des sommes qui sont beaucoup plus conséquentes. Donc, je pense que par rapport au business plan, effectivement, ça demande, on en a déjà parlé, il faut être curieux et il faut tout simplement pouvoir se dire que, en fait, tout simplement remettre le business plan dans sa position, c'est-à-dire un document qui permet d'avoir une base, mais il ne faut pas que ce soit une base figée, en fait. C'est juste l'intérêt d'un business plan, c'est surtout parce que ça va vous pousser à réfléchir sur beaucoup de choses et ça va vous pousser à mieux connaître votre activité, même si ce que vous pondez ne correspondra pas à la réalité de la société. Mais exactement, parce que de toute façon, le fait d'entreprendre, c'est quelque part apporter quelque chose de nouveau. Oui. Et ce nouveau, c'est quand tu vas voir le banquier, par exemple, tu lui dis, écoute, moi j'ai une super idée qui est complètement novatrice et qui va révolutionner le truc. Et il te dit, bah tiens, ponds-moi un plan sur la manière dont cette idée va. Ben non, tu peux pas savoir, puisque c'est un truc nouveau. Donc le comportement des consommateurs face à ce truc nouveau, bah ils peuvent pas savoir. Quand l'iPod ou l'iPhone est arrivé, bah tu peux pas savoir comment se réagir le spectateur. Mais c'était un truc nouveau qui devait les engager. Et c'était la volonté de l'entrepreneur de se dire, écoutez, moi je pense que ça va marcher. Mais c'est juste I'm guessing. Je pense, je souhaite que ça fonctionne. Et autre chose, juste ce que je voulais dire, c'est que par exemple, tu sais, le banquier, il vient, il te demande, pour moi un business plan. Pourquoi ? Parce que lui, il veut se rassurer. Mais pourquoi il veut se rassurer ? Parce qu'il a un chef. Et son chef a un chef. Et son chef a un chef. Et son chef a un chef. Et ainsi de suite. Tu vois ? Donc, en fait, si toi, tu vois le banquier, tu viens avec de l'argent à la banque. Tu dis, écoutez, moi, j'ai cette somme à placer chez vous. Mais par contre, j'aimerais être sûr du rendement que vous allez m'apporter. Comment se comporte le marché ? Il va dire, oh, le marché se comporte super bien, nous on est super bien placés, ça va fonctionner, c'est super, donne-nous ton argent. Je dis oui, mais attention, j'aimerais que tu me fasses un business plan sur la manière dont le marché va se fonctionner dans 4-5 ans. Et si je n'ai pas cet argent dans 4-5 ans, bah tu me rends mon argent. Ben, il ne pourra pas te fournir de business plan. Ouais, pourtant, c'est ce qu'il te demande. Exactement. C'est ce qu'il te demande. Il te dit, hey, fournis-moi un business plan pour me dire ce qui va se passer dans 3-5 ans. Je dis, mais hey, what the fuck, man ? Tu peux pas me le fournir ? Tu veux que je te le fournisse ? Mais surtout, il n'y en a pas la compétence, tu vois. C'est, à un moment donné, sur les marchés financiers, c'est de la compétence du banquier. Mais l'entrepreneur et l'entrepreneuriat, c'est absolument pas de la compétence du banquier. Le banquier, il a une capacité à voir si à partir du moment où tu as créé une activité, s'il y a un potentiel de développement, à partir du moment où tu as une base de clientèle, c'est-à-dire en année N+1 ou +2, quand tu as 2 ou 3 ans d'activité, un banquier, comme ça s'appuie sur des éléments factuels, il peut faire des projections. Mais à partir du moment où il n'y a rien du tout, il ne peut absolument pas. Après, concernant... moi, je voulais prendre une petite anecdote. J'ai un ami, Rudy John Stomp, donc qui est entrepreneur et qui a commencé comme moi en 2007. Et il m'a dit la dernière fois, écoute Adoum, là je suis parti aux États-Unis, simplement parce que je voulais voir comment ça se passait. Donc nous on connaît les rendez-vous qu'on nous fait à plus 2 semaines, plus 3 semaines, plus 1 mois et demi. Bah forcément, mais parce qu'il faut se rendre important. Voilà. Ça sera pas drôle sinon. Enfin. Non mais parce que les gens sont débordés. Bah, forcément. Et donc on te demande... Débordés à lire des business plans. Exactement, donc on te demande des business plans. Et en fait, il dit donc, j'ai appelé un fonds d'investissement, une société de capital risque, je l'ai appelé, j'ai proposé mon projet. À l'époque, il était sur la vente en ligne de produits pour les arts martiaux, parce que son frère est champion. Et en fait, donc après lui, il était à New York, il était content d'être aux États-Unis. Il les avait appelés le matin à 9h. Ils ont dit d'accord, on vous rappellera. Il fait ses courses et tout. On l'appelle à 15h. Donc là, il se dit, bon bah tiens, c'est bien. Et la première chose que les gens lui ont dit, c'est, oui, allô, désolé, on n'a pas pu vous appeler plus tôt. On était débordés, on est vraiment désolé et tout. Donc on a vu votre mail, juste un mail, hein, pas un business plan. Et on trouve ça très intéressant. Donc on voudrait pouvoir faire un rendez-vous pour vous rencontrer. Donc voilà, donc super. Donc il est super content. Et après,
Donc, il écoute la suite. Donc, il se dit, bon, bah, ok, je vais avoir le temps de préparer tout. Et ils disent, bon, bah, nous, on peut vous proposer un rendez-vous. Désolé, mais au plus tôt, ce sera pas avant ce soir 20h. Donc, le gars, alors, je sais pas s'il était en short, je sais pas si, en tout cas, il était dans juste le fait de kiffer Big Apple et de se balader dans les rues de New York, faire les courses que il devait faire pour lui ou ses proches. Et donc, il m'a dit, ils m'ont pris au dépourvu. Donc, il a vite foncé chez lui. Donc, il s'est questarisé, préparé en mode entrepreneur de combat et tout. Toute ma vie ce jour-là et tout. Et donc, il va au rendez-vous. Le rendez-vous, on l'accueille et on lui dit merci d'être venu, désolé, on n'a pas pu être plus rapide et tout. Et donc, lui qui était étonné, il disait non, je vous remercie, c'est très très sympa de votre part de me recevoir rapidement. Et là, il y a eu une phrase qui l'a assez marqué, et la phrase, ça a été la suivante. C'est non, mais c'est pas à vous de nous remercier, c'est à nous de vous remercier. Parce que vous nous fournissez une opportunité. Et cette opportunité, si on n'avait pas traité votre demande rapidement, on aurait pu la rater. Et quelqu'un d'autre aurait pu la faire. Et votre société aurait pu faire des millions. Et on l'aurait raté juste parce qu'on n'a pas été assez réactif. Et c'est juste ça que j'aimerais, le point sur lequel j'aimerais insister au niveau du business plan et de comment c'est perçu en France. Alors bon, je vais faire une petite sortie règlement de compte. Messieurs, mesdames les banquiers. Messieurs et madame les banquiers, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. On dit l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. Quand vous voyez quelqu'un qui a une voix cassée, qui est basané, en tout cas qui ne correspond pas à votre stéréotype de la réussite. Il n'y a pas de stéréotype de la réussite. Il y a juste qu'est-ce qui sait entreprendre, qu'est-ce qui sait faire de l'argent et qu'est-ce qui ne sait pas. Donc, considérez chacun par rapport à ce qu'il fait et sur sa capacité d'entrepreneuriat, plutôt que de la considérer à travers votre miroir grossissant ou rapetissant, si on peut dire ça, et faire galérer les gens juste pour pouvoir ouvrir un compte bancaire ou juste pour pouvoir faire une demande de prêt bancaire de 20 000 euros. 20 000 euros, c'est pas la mer à boire, vous me direz. Et 20 000 euros, si c'est 20 000 euros que vous mettez et que derrière ça, la société devient une société à 20 millions d'euros, c'est un investissement intéressant. Et je pense que sur pas mal de marchés boursiers, ces 20 000 euros, on les risque sans même se poser des questions. Donc voilà, donc c'est vraiment cette différence-là que je voulais faire. C'est qu'effectivement, faites un business plan, mais souvenez-vous juste que même si vous y mettez du temps, du cœur à l'ouvrage, 2 mois, 3 mois, c'est pas pour autant que la personne en face va vous financer. Et donc du coup, vous aurez perdu du temps et vous aurez investi de l'argent que vous n'avez pas et pour recevoir l'argent que vous n'aurez pas. Mais de toute façon, tu sais, tu le dis très justement. Là, en l'occurrence, il faut bien être clair que la plaie, c'est le banquier. C'est toujours, et encore toujours, le banquier, c'est le bas qui blesse, tu vois. Parce que la force de l'entrepreneur, c'est de pouvoir bâtir son marché. Il propose une idée qui est novatrice, que les autres n'ont pas fait. Donc, il va à l'exploration de ce marché. Il crée sa niche et il essaie de remplir un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc, en fait, ce sont les consommateurs qui vont utiliser son produit, qui vont faire son business plan et qui vont faire son étude de marché. Et ça, c'est pas quelque chose qui est quantifiable. Certains me disaient, tu sais, souvent, il faut pas, risquer. Il faut qu'on atténue le risque. Il faut qu'on essaie de voir si effectivement on peut vous prêter cette somme parce que, mais c'est pas mon risque à moi, c'est ton risque à toi. Parce que moi, je t'apporte effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, une opportunité de faire du business, de faire de l'argent. Mais toi, en fait, le risque, c'est même pas un mot d'entrepreneur, c'est un mot d'assureur. C'est les assureurs qui essaient de limiter le risque parce que il faut pas trop dépasser ceci, cela. Mais moi, je suis entrepreneur. Je dis que le potentiel est immense. Je ne peux pas te le prouver. Donc, je prends mes couilles, je les pose sur la table, je fais ce que j'ai à faire, et quand je te demande de me suivre, parce que je t'ai prouvé que là, il y a une preuve de marché, il y a une preuve de truc, de viabilité, il y a des clients, il y a une possibilité d'expansion, là, effectivement, le banquier peut devenir crucial. Mais ne viens pas me casser les couilles au début, en me disant, ouais, non, écoute, la 3e ligne du 4e paragraphe du 5e fichier Excel, t'as pas mis la virgule qu'il faut. Fuck you, man.
Yeah. Tu vois, c'est ça. Et justement, les banquiers, ils financent plus facilement tout ce qui est restauration. Mais comment ils arrivent à financer un restaurant avec un loyer de 20 000 euros par mois, notamment dans certains quartiers comme le 6e arrondissement ou d'autres? En fait, parce qu'ils se disent que le modèle du restaurant, que tout ce qui concerne transporter quelqu'un, loger quelqu'un ou nourrir quelqu'un, que c'est quelque chose qui marche tout le temps. Mais c'est faux. Il y a certaines activités de conseil, certaines activités qu'il connaît moins en fait, et où du coup il n'y a pas d'éléments factuels sur lesquels il peut se reposer, qui vont avoir plus de chances de marcher, parce qu'en fait l'argent qui va être demandé c'est beaucoup moins important. Et pour ça j'en veux pour preuve toutes les entreprises de microfinance qui sont les banques les plus performantes au monde, hein, et qui ont créé un nombre incommensurable d'emplois. Donc notre banquier, il investit sur un restaurant. Le restaurant, quelques temps après, il se plante parce que, en fait, d'emblée, ça fait très très sexy de dire qu'on a financé le restaurant à la mode dans le 8e arrondissement. Mais en fait, déjà, l'entrepreneur n'avait pas les compétences qu'il fallait. Et deuxième chose, plus quelque chose coûte cher, même si c'est un restaurant, et plus c'est difficile à rentabiliser, tu vois. Et pour en revenir à une autre petite notion aussi qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que leur banquier, puisque tu as parlé du risque, c'est un petit malin le banquier. Parce qu'en fait, dans les sociétés, vous entendez souvent parler de sociétés à responsabilité limitée. Donc là, je crois que ce soit en France ou même dans pas mal de pays à travers le monde, il y a la notion de limited, quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui est vrai et faux. C'est vrai à partir du moment où vous faites fonctionner votre société de façon classique et vous faites pas du tout de demande de prêt ou d'aide à la banque. Mais dès que vous demandez un prêt bancaire, le banquier qui est malin vous fait signer un papier en tant que mandataire pour lever cette limite de responsabilité et qui fait en fait que votre société n'est plus à responsabilité limitée. Donc si vous avez emprunté au nom de la société, donc la société c'est une personne morale et vous êtes une personne physique, et donc si vous avez emprunté de l'argent au nom de la société, le banquier vous fait signer un papier pour pouvoir vous poursuivre personnellement sur vos biens personnels si la société à un moment donné, le projet n'a pas atteint ses objectifs. Donc en définitive c'est juste pour dire que le banquier, son risque est quand même assez mesuré. Et quand on voit en fait comment il fait tourner en rond les gens juste pour pouvoir ouvrir un compte bancaire ou pour avoir ne serait-ce que un financement de 5 000, 10 000 euros, on trouve ça abusé. Et après, bon, pour finir mon petit règlement de compte, je dis, rassurez-vous que tout ça, ça va bientôt finir, parce que, comme vous avez vu, il y a de plus en plus de banques, d'agences qui ferment, et il y aura de moins en moins le choix du financement qui s'appuiera sur la tête du client à la tête du client et fait par la personne. Donc ça s'appuiera beaucoup plus sur des éléments qui seront beaucoup plus tangibles et factuels. Et il faut espérer que du coup il y aura une plus grande équité, parce que aujourd'hui je dirais que les basanés, quels qu'ils soient, ne sont pas du tout bien traités sur ce sujet-là. Mais tu sais, bon, alors je vais juste nuancer un peu ton propos en disant qu'effectivement, si on s'appuie sur les datas, sur les données pour faciliter ces financements, et que, étant donné que les basanés ne sont pas trop versés dans l'entrepreneuriat, au début, ça va être complètement quand même difficile de financer. Mais bon, on y arrivera. Non, ce ne sera pas sur les données, ça sera sur notre façon de réagir en fait. C'est-à-dire que on a chacun une forme de mécanique de fonctionnement qui donc du coup n'est pas du tout liée à la couleur ou à l'origine, mais qui est due à tout simplement qu'il y en a certains d'entre nous qui sont de bons gestionnaires et qui sont des gens prudents, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc, effectivement, ce sera beaucoup plus les gens qui seront pas prudents et qui seront sanctionnés, quelles que soient leurs origines. Et ceux qui sont prudents et qui ont un plan de marche beaucoup plus raisonnable seront privilégiés. Et ça, je dirais pas que ça me mettra du bon côté de la barrière, mais au moins, il y aura moins de cette notion-là par rapport aux basanés, quoi. C'est vrai. Donc en fait, ce que tu veux dire, ce pourquoi j'acquiesce effectivement, c'est que les banques sont quelque part des fossoyeurs d'entreprises. Ça, c'est sûr. Et qu'en fait, ils exagèrent une obligation de sécurité juste pour se prémunir, eux, du risque qu'ils ne vont même pas courir, parce que c'est pas eux qui sont sur le terrain en train de se tanner le cuir à faire les choses. Tu vois ? Donc, en fait, c'est de se dire,
pourquoi on parle de la pertinence ou pas d'avoir un business plan, c'est de se dire, quelque part, réfléchir avant, c'est aussi l'antithèse de l'entrepreneuriat. Parce que quand tu veux commencer une entreprise, c'est pas l'argent n'est pas vraiment un problème, puisque tu n'es pas encore à ton stade de maturité où tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent pour ou t'étendre ou concurrencer des gens. D'une part, tu n'es pas une menace pour la concurrence. Tu as besoin de très peu d'argent pour démarrer l'activité et voir si ça prend. Par exemple, tu vois, tu veux produire, je sais pas moi, des sandalettes. Ben écoute, t'as pas d'argent, ben tu prends un vieux pneu, tu découpes le pneu, tu prends un cordonnier qui fait un truc, tu fais ta première sandale et tu vois si tu peux. Elle a un design suffisant pour conquérir ton premier client. Ça, c'est Jougade, ça. C'est Jougade. Exactement, c'est ça. Donc, en fait, t'as pas besoin d'argent ou de très peu d'argent. Il faut savoir que la plupart des entreprises qui se montent avec entre 1000 et 10 000 euros. 10 000, c'est vraiment le top du top. Tu veux faire un truc technologique ou bien un truc... voilà, bref, t'as besoin de machines ou d'équipements. Mais quand tu commences, 1000 euros, ça suffit pour commencer à pagayer, à faire ton truc, à essayer de venir... voilà, quoi. Tu vois, il y a un autre mec qui a dit, et ça je trouve ça très intéressant, il dit la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire, tu peux dresser la plus belle carte du monde qui est comme si, regarde les montagnes là-bas, c'est comme si, il y a un fleuve ici, ou bien je vais faire un plan comme ça, ce sera super, ce sera magnifique, la carte elle est magnifique, mais tant que t'es pas sur le terrain, mon frère, elle vaut que dalle. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, clair. descends dans le hood, descends dans le ghetto, descends dans le truc, viens, commence à faire tes trucs, tu vois ce que je veux dire? Pagaille, comme tout le monde pagaille. Donc, et quand tu vas commencer à improver ta méthode, ta manière de faire, ton truc, tes ceci, cela, et c'est là que ça va commencer tu vas commencer à pouvoir te dire, ah putain, je tiens peut-être un business. Mais le problème justement par rapport au business plan, c'est aussi par rapport à qu'est-ce qui le consulte, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont affaire aux entrepreneurs, c'est des gens qui sortent d'écoles HEC, l'ESSEC, qui sortent de très très grandes écoles françaises. Et en fait, je sais pas si tu as vu, mais c'est que récemment que ces écoles-là ont ouvert des chaires entrepreneuriat et que tu as même des entrepreneurs qui ne sont pas passés par ces écoles, qui viennent former les étudiants de ces écoles à la notion d'entrepreneuriat. Et donc, imagine-toi, tu te retrouves avec un banquier qui a fait, on va dire, une très grande école de commerce française. Quelle est sa compétence à analyser une stratégie, un potentiel de développement d'une entreprise, si lui-même n'a jamais entrepris? Tout à l'heure, on avait parlé de ces politiques qui, justement, portent des jugements sur les chefs d'entreprise et qui n'ont jamais créé une seule entreprise et qui se permettent de faire toutes les théories, quoi. C'est vraiment, tu vois, l'idée de ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Et donc, pour en revenir à la partie entrepreneuriat et financement, aujourd'hui, comme toi et moi, on est dans le cinéma, considère qu'il y a des banques qui financent des films. Alors, il n'y a rien de plus incertain qu'un film, parce qu'en fait, le nombre de personnes qui rentrent dans les salles, c'est pas nous qui le décidons, hein. On peut faire tous les business plans du monde, on ne saura jamais. Donc, tu as des films qui sont financés, et tu as des sociétés qui ne se font pas financer. Et donc, c'est ça l'absurdité dans laquelle on est. Et pour finir, aujourd'hui, les banques françaises, elles sont critiquées dans le monde entier parce qu'elles ne financent pas assez l'entrepreneuriat, le développement d'entreprise, ce que la plupart des banques font dans le monde entier. Donc, juste pour finir sur mon point, c'est que le business plan, c'est important, mais il faut absolument le penser par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres, parce que ceux qui vont le lire, soit ils n'ont pas la compétence pour bien le comprendre, soit vous allez leur donner beaucoup d'éléments stratégiques et qui fera que d'autres qui ont plus de moyens que vous pourront récupérer votre projet. Donc en fait, essayez d'avoir le produit minimum viable et démarrer le plus rapidement possible, parce que ça sera la meilleure façon pour vous d'avoir quelque chose qui correspond à la réalité. Et effectivement, il faut démarrer, il faut se casser la gueule, il faut essayer, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment le sel de l'entrepreneuriat. Et c'est aussi ça qui nous excite et qui nous donne envie de faire les choses. Tu sais, c'est vrai qu'avant, on aurait pu dire, oui, putain, j'ai une idée, il faut absolument que j'ai tant d'argent pour le faire, il faut absolument que j'ai tant de ceci, tant de cela. On est à l'époque de l'externalisation. Tout ce que vous faites, d'autres le font mieux que vous ailleurs. Si vous avez une idée innovante, vous pouvez vous servir du fait que ces gens-là font cette chose-là ailleurs et moins cher pour le faire. Tu sais, on dit toujours que la Chine, c'est l'atelier du monde. Tu vois, ben c'est exactement ça. Donc, demain ou après-demain, même si tu as envie, moi j'ai envie de construire un iPad.
D'accord? Et je n'ai pas les compétences, même pas les compétences techniques. Écoute, il y a des mecs qui font des dalles en Chine. Il y a des mecs qui font des coques en Chine. Il y a des mecs qui font des ceci, cela. Donc, en fait, il suffit que je fasse un voyage en Chine, que je rencontre les gens qui font les composants, que je commande ces composants-là, rien que pour faire un prototype, etc. Et moi, j'ai ma tablette personnalisée à mon nom, etc. Je peux le faire. Même si. Alors qu'avant, effectivement, il aurait fallu créer l'usine, avoir les compétences, trouver la technologie, etc. Mais tout est trouvable. Donc, boss, Baza Bizarre, le monde est à toi. Donc, il faut vraiment que tu te défonces. T'as pas besoin de locaux, t'as pas besoin de personnel, t'as pas besoin d'usine. Lève ton cul du canapé et fais quelque chose. Nous sommes les boss basanés bizarres, pas Doom, hein? Ouais. Donc, écoute, écris-nous un mail at contactbossbazabiz.com. Et sinon, amène-nous un auditeur, deux auditeurs. Voilà. C'est ça. Adoum. Basané bizarre. Yo, on est là. Represent, ya. Ah, vas-y. Yeah. Les gars, lâche solo. Yeah. Code rouge blanc, c'est comme Charlie. La section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépenses, les ailes transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo. Combat égal défait égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo. Combat égal défait égal ciao.